framework de développement pour le projet Subportail. Il y a assez longtemps, à l'époque où Java, c'était pas un langage, hein, c'était faire la Java, c'est tout. On parlait déjà de choses qu'on revoit maintenant. Moi, je me souviens d'un prof que j'avais eu il avait 10 commandements. Alors moi, je m'en souviens de 4 déjà, c'est pas mal. Il m'avait dit ces choses-là, et bon, sur le coup, c'est vrai que ça nous paraissait pas évident. On écrivait en Pascal, qui commençait à peine à être objet. Enfin, c'était. Et finalement, ces trucs-là, en préparant cette présentation, je me suis dit, bah, tiens, repense-y, puis regarde un petit peu comment ça va coller avec le Subcommons. Effectivement, ça colle pas mal. Il nous avait présenté ce qui pour lui était l'idéal standard de toute application. Donc une application, c'est quoi? C'est une interaction avec l'utilisateur qui est censée être au-dessus, là. Une couche de présentation, on va simplement lui afficher des choses. Une logique applicative qui va dire que quand on clique sur tel bouton, on arrive dans tel état. Une logique métier qui dit que, par exemple, quand on change un étudiant d'université, eh ben, il va changer de tel numéro, etc. Et puis en dessous, on a accès à des données qui sont dans des bases de données ou bien d'autres sources d'informations, des annuaires, des choses comme ça. Donc ça, c'était l'idéal standard, ce qu'il aurait bien aimé qu'on fasse tout de suite. C'était il y a une bonne quinzaine d'années. Et en fait, dans la pratique, voilà ce qu'on fait, quoi. C'est séquence nostalgie, donc un grand moment de programmation avec un petit code PHP ici. Donc là, on a tout en 10 lignes, c'est-à-dire la logique applicative. On regarde la valeur d'un paramètre. Ici, on accède aux données, donc on fait une connexion, on fait une requête, on ramène des choses. La logique métier, le display name, il est stocké là. Et puis, de la présentation, j'affiche hello, le nom de l'utilisateur. Voilà, là, on a tout. Bon, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, grosso modo, quoi. Bon, mais bon, à l'époque, on faisait ça, on n'avait pas tellement le choix, on n'avait pas les outils. On a un petit peu progressé ces dernières années, en s'appuyant sur l'API Portal, où la couche de présentation était prise en charge par un moteur XSLT. C'est-à-dire que toute l'application fournissait du XML à ce moteur XSLT qui produisait du XHTML pour afficher dans le portail. C'était un progrès, hein, évidemment. Ça nous a bien plu comme approche. Néanmoins, cette approche a quand même quelques problèmes. Bon, d'abord, la maintenance de XSLT, hein, moi j'aime bien, j'en ai fait plein de XSLT, mais bon, vous verriez le XSLT du helpdesk, c'est chaud. Hein, pour écrire un arbre en XSLT, il y a eu un stage rien que pour écrire l'arbre, quoi. Bon, plus dommageable, l'adhérence de la présentation reste très importante. Hein. Si on revoit le schéma ici, on se rend compte que toute l'application doit d'abord produire du XML qui doit être pris en charge par la couche de présentation. Et ça, c'est très dommageable parce que si on change la présentation, il faut changer souvent le code qui est produit. Enfin, on a une grosse adhérence à ce niveau-là. Et puis, tout est mélangé. Il faut être surconnaissant, pour reprendre un terme qui a été utilisé il n'y a pas très longtemps dans une conférence où on a parlé de Subportail. Alors, ça pourrait être le grand test de l'été 2007. Prenez toutes ces questions-là. Si vous avez répondu, si vous avez déjà écrit une requête SQL, vous notez 1 point, Java 1 point, LDAP 1 point, voilà. Bon, si vous avez eu le temps de compter, j'espère que vous avez des points quand même. Donc voilà le résultat du test. Alors, il y a eu toute une présentation sur ce surconnaissant qui nous a fait rire à moitié jaune surtout, pour nous dire, ouais, il y a des approches qui ne vont pas, pour nous vendre du web service basé sur de la procédure stockée SQL. Bon, pour être clair sur cette surconnaissance, en gros, l'argument du surconnaissant, c'est de dire, si vous avez un développeur qui est obligé de tout connaître pour coder, ça ne va pas. C'est sûrement pas si simple que ça. D'abord, le problème, il n'est pas là. Ce qu'il faut observer, c'est qu'il y a 10 ans, on écrivait des applis en PHP, et que ces applis en PHP faisaient à peu près la même chose que ce qu'elles font aujourd'hui. C'est-à-dire des pages web qui interrogeaient une base de données, ça faisait la même chose. Hein. Faut pas... Ça veut dire que déjà, nous étions surconnaissants.
Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'hier, on écrivait avec un bout de PHP, on faisait du echo pour faire du HTML, on interrogeait SQL, éventuellement LDAP des fois. Bon, aujourd'hui, le problème, c'est que on y arrive dans un monde Java, J2E, où effectivement, il faut connaître plein de choses. On utilise du XML, du XSLT, on ne fait plus de l'accès aux bases de données directement, on passe par des couches d'abstraction. Les web services, il y en a un peu partout. LDAP, c'est du classique. On internationalise nos applications. On s'appuie sur CAS, qui est un truc extérieur encore. On fait du portlet. Il faut intégrer ça dans le portail. On utilise Spring JSF. Bon, ça fait une très très grosse nébuleuse pour s'y mettre. Néanmoins, il faut bien voir que nos applications, elles font la même chose. Et moi, je suis convaincu qu'on aura toujours besoin d'avoir une vision globale de ce qui se passe pour comprendre pourquoi ça ne marche pas quand ça ne marche pas. La chose qui a changé, bon, ça c'est une réflexion qui est en train de naître, je trouve, c'est que développer, c'est pas un truc qu'on fait sur un coin de table. C'est vrai, quand c'est les scripts PHP, c'est plus facile. Il y a un truc qui marche pas, on va voir dans le code, on modifie une ligne, et puis bon, on arrive à faire. Bon, aujourd'hui, c'est juste que développeur, c'est un métier à part entière, quoi. Donc avec Raymond, on ouvre un club des surconnaissants, si ça vous intéresse. Bon, néanmoins, est-ce qu'il faut vraiment aller vers ces technos? Parce qu'on se pose la question au sein des premiers développeurs du consortium qui ont commencé à faire du XSLT, puis qui voient plein de choses arriver, on se pose souvent la question. La réponse, elle est, de toute façon, il n'y a pas tellement le choix. Mais il y a des bonnes raisons objectives pour y aller. D'abord, simplifier la maintenance. Les outils de plus haut niveau vont forcément faciliter la maintenance. Quand on va passer à des choses comme JSP, comme JSF, on va forcément avoir des choses plus simples à maintenir que quand on a des feuilles XSL. La séparation des couches, je vais y revenir tout à l'heure. On va, avec ces technos-là, faciliter l'adaptation aux configurations locales. On va gagner énormément en flexibilité. Alors ça vient essentiellement de l'injection des données par des frameworks comme Spring. Aussi par l'utilisation d'interfaces. On va voir par exemple tout à l'heure comment est-ce qu'on peut écrire soit en Ibatis, soit en Hibernate sans bouleverser tout le reste de l'application. Permettre l'évolution des fonctionnalités, ça vient de la souplesse dont je parlais tout à l'heure. Et puis augmenter la productivité. On n'est pas tous d'accord sur ce truc-là. Parce qu'effectivement, quand vous avez un développeur qui programme en PHP, quand vous dites pour être formé, il va lui falloir absorber toute la liste dont je vous montrais tout à l'heure, on se dit qu'en productivité, c'est pas forcément immédiat. On en reparlera un petit peu plus tard de ça. Alors l'architecture de Subcommons, elle est comme ça. On a à peu près réussi à implémenter l'abstraction en couche dont je parlais tout à l'heure. Donc on a donc notre couche présentation, la logique de l'application, la logique métier, et puis l'accès aux données, et puis ici, différents services. Quand on a commencé ce projet, et ce projet, on l'a commencé, c'est suite en fait au tutoriel qu'avaient fait Mathieu Larcher et puis Raymond Bourges sur les portlets, que j'avais commencé à regarder ça, et la première chose qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pour les couches du haut? Pour les couches du bas, on avait déjà à peu près une idée. Pour les couches du haut, c'était pas si évident que ça. Une petite observation d'abord. Portlet, servlet, en fait, on ne développe pas des portlets ou on ne développe pas des servlets. Ce qu'on développe, c'est des applications d'abord. Il se trouve que on a fait pas mal de servlets parce que faire tourner ça sur du Tomcat, c'est facile. On avait déjà cette maîtrise-là. Il y a les portlets qui arrivent, qui est un mode d'intégration de nos applications, pas dans un conteneur, mais dans un portail. Mais ce qu'on développe, c'est quand même de l'application. Un truc qui est assez intéressant, c'est de pouvoir faire tourner une application, des fois en servlet, des fois en portlet. Ça, c'est un truc, on ne pensait pas, c'était pas un truc au départ, un vrai objectif, on s'en est rendu compte. D'abord, quand on développe en servlet, on a un environnement de développement qui est quand même plus simple qu'un portail. Les gens qui développent des canaux savent qu'il faut avoir son portail, il faut publier son canal, etc. Ce n'est pas un environnement trivial. Le fait de pouvoir faire tourner une application en servlet, ça veut dire qu'on va se séparer aussi de tous les problèmes qui sont simplement inhérents au portlet. Alors effectivement, quand on connaît, c'est facile. Il suffit de reproduire ce qu'on a fait la dernière fois que ça a marché.
Maintenant, quand on publie, quand on déploie, on a toujours des choses, des problèmes en plus qui viennent. Donc développer en servlet, c'est un grand confort pour le développeur. Et puis parce qu'on le fait au niveau de Helpdesk, la diffusion en Quick Start, aujourd'hui, le Quick Start du Helpdesk qu'on diffuse, c'est un portail sur un Tomcat, et on rajoute le canal dedans, tout ça pour faire une application. Si on pouvait faire de la servlet sur un Tomcat, ce serait plus simple. Donc pour revenir au choix des outils pour les 2 couches supérieures, on avait regardé Spring, évidemment. On a vu un problème avec Spring qui était qu'on avait 2 MVC distincts. Alors, pour situer un petit peu, voilà le code très simplifié, évidemment, d'un contrôleur sous Spring. Vous voyez qu'on utilise des objets qui sont dans le package Web Servlet. On a un contrôleur ici. L'objet qui est renvoyé ici est un objet qui est lié au servlet. Alors, quand on regarde la servlet, c'est le même en fait. Hein. C'est pour ça que le portage est très facile de l'un à l'autre. Quand on a développé une servlet, la mettre en portlet, c'est vraiment pas un problème. Le portage est facile, mais d'abord, il faut le faire. Et puis surtout, va falloir faire évoluer les deux côte à côte. Et ça, c'est quand même un gros souci. L'avantage du MVC qui est proposé par JSF, c'est qu'en fait, les callbacks des contrôleurs, c'est-à-dire les méthodes qui vont être appelées depuis l'interface, en fait, renvoient des chaînes. Et en fait, l'association entre une chaîne résultat et l'état vers lequel on va aller, il est fait dans un fichier indépendant où on donne les règles de navigation. Ici, on dit que depuis une certaine vue, lorsque le résultat ce sera hello, on ira vers la vue hello.jsp. Alors Spring ou JSF, en fait, on ne s'est pas posé la question lequel on prend. On s'est dit lequel on prend pour faire quoi. En fait, le résultat, c'est qu'on va se servir des deux. Parce que Spring, en particulier en version 2, parce qu'en version 1.2, on n'avait pas les notions de scope, de portée des bins, Spring est nettement le meilleur pour la gestion des bins. Là, il n'y a pas photo. JSF le fait également, d'ailleurs. Les managed bins de JSF, on aurait pu partir là-dessus. On a préféré les laisser dans Spring pour tout avoir au même endroit en fait, au niveau de la gestion des bins. Et puis parce qu'on a des outils de développement dans Eclipse, par exemple le Spring IDE, qui nous permet d'avoir ce genre de choses. Et pour s'y retrouver dans des bins, c'est quand même vachement pratique. Donc JSF, Spring pour la gestion des bins, mais JSF pour la logique applicative et la présentation. Donc pour ce qui est logique, c'est parce que avec le MVC de JSF, on a exactement le même code en servlet et en portlet. Pour la couche présentation, ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise l'implémentation Apache de JSF, donc qui s'appelle MyFaces, avec les extensions Tomahawk, qui permettent quand même de vachement alléger les interfaces. Voilà, donc on arrive à ça. Hein. Les 2 couches du haut, c'est MyFaces, et puis tout le long de la chaîne, c'est Spring. Par rapport au problème de déploiement, alors je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà testé la version que j'ai mise il y a quelques temps en ligne. L'idée, c'est de simplifier au maximum le boulot de l'administrateur. Pour choisir si on développe en portlet ou en servlet, il suffit d'aller taper dans le build.properties et de dire le deploy type c'est portlet ou c'est servlet, et on dit où on installe. Et puis on a aussi complètement uniformisé la création du Quick Start en mettant simplement Quick Start égale true, et vous développez en servlet là où il faut. Les données, qu'est-ce qu'on fait pour la couche d'accès aux données? Alors il y a 2 candidats naturels, 2 choses qui sont devenues des standards, Ibatis ou Hibernate. On ne va pas trancher cette question-là. En fait, ce qu'on a, c'est une programmation par interface qui va nous permettre d'avoir cette séparation en couches. Ici, typiquement, je vous ai mis une interface, ici. Donc ça définit la propriété d'une classe qui est le DAO, la couche d'abstraction aux données. Ce qu'on voudrait, c'est que tous les DAO implémentent une méthode, ici, qui ramène l'utilisateur en fonction de son identifiant. Vous allez voir comment ça se fait avec Ibatis. Avec Ibatis, on définit un bin donc, qui doit s'appeler DAO service. On dit que le bin il est de cette classe-là. Donc c'est l'implémentation Ibatis du DAO.
Et puis, on va injecter du code, comme on dit dans Spring, parce que ce truc-là, pour fonctionner, il a besoin d'un lien vers cet objet-là. Et puis, la classe qui est ici, pour renvoyer une liste d'utilisateurs, par exemple, elle appelle une liste, elle fait sa requête à la Ibatis. Si on regarde ce que ça donne côté Hibernate, vous allez voir, ça change très très peu. Voilà. Il y a le nom de la classe qui a changé. Et puis la manière dont on va aller chercher. Pour Hibernate, on utilise un template et puis on va faire un petit peu différemment. Donc tout ça pour vous dire que Hibernate ou Ibatis, peu importe. Alors peut-être Mathieu, si tu rajoutes, ou d'autres qui connaissent Ibatis mieux que moi, peuvent rajouter des choses sur les différences entre Hibernate et Ibatis à la fin, mais pour moi, il n'y a pas à faire ce choix-là en tout cas. Donc pratiquement, la couche d'accès aux données, elle sera faite soit par Ibatis, soit par Hibernate, peu importe. D'ailleurs, c'est Raymond Bourges qui avait montré sur une implémentation faite par Mathieu en Ibatis. C'était vachement bien abstrait. Raymond, il est arrivé, il a mis une classe basée sur Hibernate et ça fonctionnait exactement pareil. Alors, les plus de Subcommons. Donc, Subcommons, c'est une architecture pour arriver à une programmation qu'on va appeler plus propre. C'est plein de petites choses qu'on a ajoutées et que je vais vous présenter très rapidement. Ce qui est intéressant avec Hibernate, ce qu'on a noté, c'est qu'on pouvait, à l'aide de tâches Ant, gérer tout ce qui est création automatique de la base et mise à jour de la structure de la base. Si jamais on fait évoluer l'application, qu'on rajoute par exemple un champ dans une table, on peut à l'aide d'une target Ant mettre à jour la base de données. Pratiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus jamais on ne fera de SQL, même pour créer la base. Et ça, c'est quand même vachement intéressant. Ça nous rend moins surconnaissants puisqu'on n'a plus besoin de connaître SQL. Ça nous permet aussi de gérer les versions. Ça, c'est une problématique qu'on rencontre en environnement cluster. Qu'est-ce qui peut se passer? Vous avez par exemple, trois lames qui vous servent le portail, qui sont en version 2.1, et puis vous avez une base de données qui est aussi en version 2.1. Pardon. Si vous mettez à jour une lame en 2.2, il va y avoir un problème en fait entre cette lame et puis la base de données, si la structure de la base a évolué notamment. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on gère ce genre de choses-là, c'est-à-dire qu'on regarde à ce qu'il n'y ait pas de différence de version entre les lames et puis la base de données. C'est un truc assez important qui conduit des fois à des dysfonctionnements qui ne sont pas facilement explicables. Donc c'est pris en compte par Subcommons. La gestion des exceptions, donc vous êtes sûrement habitué à voir ce genre de traces d'exception, pas toujours lisibles, soit en haut, ici, le rapport d'exception de Tomcat, où on vous dit en fait que tout ce qui est intéressant, c'est dans le fichier de log. Et puis ici, ce qui est rendu par le rendu par défaut en fait, des canaux quand il y a une exception. Dans Subcommons, on a une gestion des exceptions qui est très configurable et qui peut être très complète, qui va permettre de vraiment cibler l'erreur beaucoup plus vite quand il y en a. C'est un bon outil d'aide à la décision pour les développeurs. Et puis, pour les utilisateurs, c'est un peu plus sympa. Donc, on met un bouton Restart déjà pour les utilisateurs pour qu'ils redémarrent. Ça, c'est une feuille JSF, donc si vous ne voulez pas afficher certaines parties, vous n'êtes pas obligé de les afficher, mais vous pouvez aller très loin en fait, sur ce que vous affichez comme paramètres qui ont pu mener à la faute. On a la possibilité aussi d'envoyer ce genre de rapport d'exception par mail, soit au développeur du projet, soit à quelqu'un sur place, soit aux deux, soit ne pas envoyer du tout. L'internationalisation, c'est quelque chose où on se rend compte qu'on est vachement à la traîne, surtout quand on a été voir le projet Jazzig. Donc, on a une internationalisation qui est native. On s'appuie sur des bundles. Aujourd'hui, il y a des outils assez sympas pour gérer les bundles. Par exemple, ça s'appelle RBE, Resource Bundle Editor, où ça permet, en fonction des clés des différentes chaînes qu'on a, de modifier à la fois les versions françaises et anglaises. Le fait de partir sur Subcommons, ça va vous
vous faire passer toute cette étape en fait, où il faut mettre en place l'internationalisation. C'est déjà fait dans le Subcommons. Alors, envoyer des courriers électroniques, on a une petite bibliothèque pour ça. Quand je dis une petite bibliothèque, en fait, on a un bin pour faire ça. On pourrait envoyer plein de choses, hein. Envoyer les rapports d'exception, je viens d'en parler, mais envoyer différentes alertes, envoyer éventuellement des infos de connexion quand il y a une information, quand il y a un mot de passe à envoyer sur une connexion sur email ou des choses comme ça. Bon, il y a plein de choses à envoyer. On a une problématique au niveau des canaux qui est le problème des timeouts. C'est-à-dire quand on fait trop de choses dans un canal, il tombe en timeout, ce qui fait un affichage pas joli. Pour éviter ça, on les envoie en asynchrone en mettant d'autres threads. Bon, on peut envoyer du texte, du HTML. Et puis, en période de test, quand vous testez votre application, il suffit de remplir un champ de votre bin et vous pouvez intercepter tout le mail sortant, ce qui vous permet de ne pas spammer quand vous êtes encore qu'en période de test. C'est un petit truc très bête, mais c'est vachement intéressant, ça. Pour l'instant, j'ai parlé web, mais il y a une autre partie qui est assez intéressante, c'est toute la commande batch. Il faut la prendre en compte, aussi bien pour ce qui est de la gestion des exceptions que de l'accès aux données, hein, parce que on a plein de choses à faire en batch, en fait. Si on prend, par exemple, pour les canaux que je connais le mieux, pour le helpdesk, on a des tâches itératives à faire la nuit pour mettre à jour les index, pour faire des choses comme ça. Si on prend le subprint, le gestionnaire des impressions, on a de l'appel en web service, et de l'appel en web service, c'est en fait de l'appel batch. Donc on gère tout ça assez simplement. Pour l'authentification, on a plusieurs façons de s'authentifier, notamment quand on est en portlet. On peut, alors au niveau des portlets, au niveau de GSR 168, la norme GSR 168 dit qu'on passe certains paramètres à la portlet, dont un ID, c'est un, je sais plus comment s'appelle cet attribut. Donc on peut s'appuyer là-dessus pour authentifier nos utilisateurs. On peut aussi s'appuyer sur un filtre CAS. On peut éventuellement, grâce à la flexibilité que nous amène Spring, amener une authentification manuelle en regardant un cookie, en regardant n'importe quoi. On est très très flexible à ce niveau-là. On a aussi des classes pour développer offline. Dans le train, c'est assez pratique d'avoir un faux LDAP qui renvoie toujours le même utilisateur ou des choses comme ça. Alors l'accès, j'en parlais un petit peu là tout de suite, l'accès au portail. Donc quand on est en portlet par rapport à quand on est avec des canaux classiques, quand on est avec des canaux classiques, en fait, on est dans le même environnement d'exécution que le portail. Ça fait qu'on a accès à tous les objets du portail, donc en particulier les groupes, les attributs des utilisateurs. Quand on est en portlet, on est dans un contexte Tomcat différent. Et donc on n'a pas accès à ces objets. Donc il a fallu trouver un moyen pour faire remonter ces trucs-là. Parce que GSR 168 permet de ramener des attributs des utilisateurs, mais seulement de l'utilisateur qui est connecté. Et on peut avoir besoin de connaître dans une application des attributs d'autres utilisateurs. Donc c'est pour ça qu'on a développé ce petit truc-là. Donc ça, c'est votre application, typiquement une portlet. On a développé un web service, donc à la fois la partie cliente et la partie serveur, qui est basé sur Axis et qui va permettre d'exporter en fait les groupes. Alors c'est chez IA de Nancy 1 qui m'a aidé à mettre au point ce petit package qui je pense sera intégré assez vite dans nos portails. Ça permet de rechercher des groupes, de faire plein de choses. Ça nous donne à peu près la même souplesse qu'on avait quand on était dans le même contexte Tomcat. Alors depuis les applis, on a évidemment une interface à LDAP qui est basée sur LDAP Template. On peut rechercher des gens dans l'annuaire, on peut vérifier si des filtres LDAP sont bien vérifiés. On a une implémentation de cache qui va nous permettre d'éviter d'interroger trop souvent l'annuaire. On a même des statistiques qui nous disent un petit peu comment fonctionne l'annuaire, qu'on peut mettre sur les canaux dans les parties réservées aux administrateurs, par exemple. Voilà, on peut. Bon, ça c'est assez classique, ça a juste le mérite d'exister. On a une recherche LDAP. Alors je voudrais, pour pas que vous soyez déçus, vous dire que la recherche LDAP, elle est certainement pas du même niveau que celle que vous pouvez avoir dans le canal annuaire actuel.
Ici, on rentre simplement une chaîne, ici, et puis on obtient un nombre de machins à choisir, mais on a beaucoup moins de souplesse qu'on peut avoir sur l'ancien canal, évidemment, parce que le temps de développement est carrément pas le même. La pagination, ça c'est important, et c'est important de ne pas avoir à le refaire, surtout. Typiquement, ici, c'est un extrait du canal Subprint, de gestion des quotas, disque, où on a une page pour les administrateurs pour afficher les logs, pour savoir tout ce qui s'est passé, c'est assez pratique. Bon, ça fait pas longtemps qu'on est en prod, hein, donc on a que 122 logs dedans, on est en train de monter... On imagine bien que quand on en a 2000, on n'affiche pas tout sur une page, et il faut pouvoir paginer. Mais paginer, c'est pas seulement récupérer la grosse requête et puis prendre juste ce qui nous intéresse. C'est aller chercher dans la base juste ce qui nous intéresse. Donc, on a dans le subcommon cette notion de pagination qui nous permet d'afficher ces petites choses de navigation assez simplement et surtout qui ne va pas aller chercher tout le contenu d'une table, par exemple. Ça, c'est essentiel. On a également dans le subcommons un taglib JSF, c'est-à-dire une librairie de tags qu'on préfixe en général avec le préfixe E comme sup. Par exemple, on a un tag qui s'appelle page dans ce taglib. On lui passe quelques paramètres et où il va nous afficher plein de choses et nous mettre le style par défaut. Ce qui est intéressant, c'est que ces tags sont configurés dynamiquement par un bin. Vous avez un bin qui s'appelle tags configurator et qui va vous permettre, en mettant des propriétés sur ce bin, de dire que les champs LI de HTML, ils seront avec ce style-là, etc., pour avoir vraiment quelque chose d'uniforme. Ça, c'est un truc qu'on voit sur certains canaux, c'est le manque d'uniformité en fait, de ce qui sort à l'écran. On a des styles CSS qui sont des fois mis, des fois pas mis, enfin... c'est difficile d'être rigoureux à ce niveau-là, et donc le fait d'utiliser les tags E quelque chose, E texte, E paragraphe, E machin, E section, E subsection, ça vous permet d'être sûr que votre sortie elle sera bien formatée. Autre problème sur lequel avait contribué dans uPortal Alexandre Boisseau de Brest, c'est le problème des deep links dans uPortal. Pour vous situer le truc, ce qu'on voudrait, c'est avoir un lien, une URL, où quand on clique dessus, on arrive déjà dans un canal et déjà dans un certain état du canal. Les gens qui utilisent le helpdesk savent qu'ils reçoivent un lien avec un ticket, ils arrivent sur le ticket et en fait le ticket s'est affiché. En fait, il y a vachement de boulot de fait pour ça. Et ce qu'embarque subcommons, c'est la génération de ces URL-là. On lui fait une liste de paramètres, il va nous pondre l'URL qui correspond, et puis évidemment le décodage de ces paramètres-là pour pouvoir aller directement dans la page. Ça, c'est un truc qui est inclus aussi. Bon, très vite, on utilise des caches. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de ramener les caches quand on est parti sur subcommons. On en a déjà à disposition. Je pense qu'il n'y a rien de spécifique là-dessus, sauf que ça existe. Voilà. Bon, ça, c'était pour vous montrer les petits plus qu'on a dans le subcommons, pour vous dire que ce n'est pas seulement une architecture, hein, c'est qu'il y a des choses qui vont vous permettre de développer assez vite une nouvelle application. Alors, comment est-ce qu'on démarre avec le subblanc? On est encore... on n'est plus vraiment en phase d'expérimentation, puisqu'on a des canaux qui sont en prod maintenant, qui ont été basés dessus. On manque un petit peu de retour d'expérience quand même. Néanmoins, bon, il y a Raymond qui a aussi pas mal travaillé dessus. On est arrivé à cette solution pour la prise en main qui nous semble la meilleure. Pour la prise en main, une application qui est disponible en téléchargement, qui s'appelle le SupExemple, qui est basée sur subcommons. C'est une application qui n'est pas très intéressante. Elle manipule des objets métiers qu'on a appelés volontairement des choses, pour bien dire que le seul intérêt, c'était de les avoir. Ça vous permet de montrer comment est-ce qu'on utilise la recherche LDAP, comment est-ce qu'on utilise l'accès au groupe du portail, etc. Bon, c'est une grosse appli, mais qui n'a aucun intérêt. Sinon, montrer comment est-ce qu'on utilise les choses. Et puis, et c'est ce qu'a fait, je crois, Raymond sur le canal ESUP Lecture, on a une petite appli qui s'appelle ESUP Blanc, et qui, elle, en fait, est un canevas pour démarrer. C'est pas ESUP Exemple. ESUP Exemple, c'est une appli qui est, mine de rien, assez grosse.
C'est une appli où il n'y a quasiment rien dedans. Par contre, elle a une target qui est intéressante qui s'appelle Rename Application. On remplit un petit fichier de propriété, on lance cette target-là, et ça vous crée le canevas de votre application, sur lequel vous pouvez ensuite rajouter vos petites choses. Au niveau accompagnement sur ce projet, on a mis en place une liste de diffusion qui s'appelle Commons Devil. Et puis Raymond l'a annoncé tout à l'heure, donc on organisera une formation ouverte à ESUP sur la fin du premier trimestre 2007. Donc ça va venir assez vite. Voilà. On n'a pas encore annoncé cette formation, donc puisque vous avez fait l'effort de vous déplacer jusqu'ici, si vous m'envoyez à moi ou à Raymond un mail, on vous gardera une petite place au chaud. Actuellement, il y a un projet qui est achevé avec ESUP Commons, qui s'appelle ESUP Discota, donc qui est le gestionnaire de quota disque. Deux petits mots pour ceux qui s'intéressent dessus. On se branche sur le filer de l'université pour gérer tous les quotas, qui est de type Network Appliance. On a dans les tiroirs, mais on ne sait pas trop quand on va avoir le temps de le faire, le projet de brancher dessus les espaces WebDAV, du serveur WebDAV diffusé par le consortium. En cours de développement, alors c'est plutôt en cours de portage en l'occurrence, deux canaux, donc ESUP Print qui sera disponible en téléchargement dès qu'il sera passé en portlet, et puis ESUP Lecture, c'est Raymond qui chapeaute ESUP Lecture pour la lecture des annonces, qui est paru en version 06, je crois, il n'y a pas très longtemps, et qui est basé sur ESUP Commons. Et à venir, dès que ESUP Print sera en prod, ce sera au tour du helpdesk de passer dessus. Voilà, pour vous dire que ça... Il y a un autre projet qui est en cours, mais dont on vous parlera peut-être aux prochains ESUP Days, on verra. En plus, 5 minutes. Je vais essayer de faire 3. Je suis presque fini. ESUP Commons, c'est des outils, etc. C'est aussi une méthodologie, c'est-à-dire qu'on a fait attention, très égoïstement, pour pouvoir intégrer nos stagiaires sur ce truc-là et nos collègues qui vont s'y mettre. On a une documentation pas à pas de tout ce qu'il faut faire pour se mettre à ESUP Commons, depuis la configuration d'Eclipse. On a des normes checkstyle qu'on s'impose qui sont assez strictes pour avoir un code qui soit d'autant meilleur. Bon, on utilise des plugins, voilà. Callisto, c'est notre base de travail. On utilise systématiquement Subversion en s'appuyant sur SUP. On a aussi quelque chose qui est intéressant. Les gens qui utilisent le helpdesk de savoir ce que c'est Recover Config. C'est un truc qui vous permet, pour les mises à jour d'une version à l'autre, par un simple tâche ANT, de récupérer vos fichiers de config antérieurs pour pouvoir avoir juste à les modifier si besoin. Pour finir, pourquoi est-ce qu'on a investi un petit peu de temps là-dessus? Alors d'abord, encore une fois très égoïstement, c'est parce que maintenant des canaux, je sentais bien qu'il y avait souci pour leur maintenance ultérieure et donc il fallait passer à autre chose. Donc d'abord, ça a été fait pour le helpdesk à l'origine, même si c'est le dernier qui va y passer, ça a été fait dans cette optique-là. Néanmoins, on a pas mal travaillé dessus pour en attendre d'autres bénéfices. D'abord, vis-à-vis des administrateurs de portail, on va se baser sur à peu près les mêmes fichiers de configuration pour les applis qui vont être basés dessus. On peut donc s'attendre à ce que ce soit plus léger pour eux, une fois qu'ils en ont installé une, d'en installer une autre ou une autre. Faciliter les contributions, ça c'est... on manque de contributions aussi parce que contribuer à XSLT, quelle horreur, quoi. Hein, contribuer sur des outils d'un peu plus haut niveau, on imagine bien que c'est beaucoup plus facile. Le gain en productivité, j'en parlais au début de cet exposé, je vous disais on va gagner en productivité une fois la première marche franchie. Pour vous situer un petit peu, sur un projet, j'ai un stagiaire en ce moment, là, qui est quelqu'un qui est en BTS, qui est un très bon BTS, on va dire. Il a mis 2 semaines à être productif sur ESUP Commons. C'est quelqu'un qui connaissait Java et c'est tout. Il ne connaissait pas Spring, il ne connaissait pas JSF, etc. Pour vous situer. Je suis persuadé qu'on se fait parfois une montagne de cette marche. Elle n'est pas si haute que ça. En plus,
Ce qu'on a mis en place avec ESUP Blanc et ESUP Exemple, ben, c'est un truc pour démarrer de suite. Un truc qu'on voudrait également, c'est faciliter la mobilité des développeurs. Si on arrive à avoir un seul framework pour développer un tas d'applications sur des applications qui sont maintenues dans une même équipe, c'est pouvoir facilement faire passer des développeurs d'un projet à un autre. Si les règles de développement sont les mêmes, ce sera d'autant plus facile. Et puis il y a autre chose, ça j'y crois vraiment, c'est la fiabilisation de nos applications. Plus on va utiliser des outils de haut niveau, comme LDAP Template, comme Hibernate, etc., moins on aura de chance d'avoir des connexions ouvertes à l'annuaire LDAP qui vont rester en l'air, pareil sur SQL, etc. Là-dessus, je pense que tout le monde est à peu près d'accord également. Je vous invite à essayer vous-même, c'est-à-dire de regarder comment ça se fait. Bon, je ne vous cache pas que Subcommons s'adresse plutôt à des gens qui connaissent Java. S'ils connaissent Spring, c'est encore mieux, mais ce n'est pas forcément nécessaire. On peut s'y mettre assez vite. Spring, ce n'est pas si compliqué que ça. Et puis, pas s'en faire une montagne, parce que ça fait quand même, pour les gens qui sont dans notre métier depuis quelques années, qu'on n'arrête pas de changer de techno, on s'en est toujours sorti, on était toujours aussi surconnaissant, donc on va y arriver, ce n'est pas un souci. Voilà. Et ce sera tout là-dessus. J'ai fait un petit transparent de résumé qui vous rappelle que Subcommons, c'est du Spring, du JSF, de l'accès aux données, de la service, de la méthodologie, et qu'il y a déjà un site en ligne sur Sup. J'ai bouclé.